Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être inscrits à ce webinaire. J'espère qu'il répondra à vos attentes. Alors, je vais commencer par une citation. C'est pas que je sois un grand fan de boxe, mais je trouve que cette citation de Mike Tyson, "Everybody has a plan until they get punched in the face", correspond vraiment à ce qui se passe aujourd'hui dans l'économie. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on est une organisation publique ou privée, en fait, on a une stratégie, on a un plan, et parfois il survient des choses dont qu'on n'avait pas prévues et qui mettent quelque part à mal ce plan. Si on prend un exemple assez concret aux États-Unis, c'est la chaîne de vidéoclub Blockbuster. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. En tout cas, aux États-Unis, au début des années 2000, c'était vraiment le leader de la location de DVD. Ils avaient un chiffre d'affaires d'à peu près 6 milliards de dollars par an. Ils ont eu jusqu'à 9000 magasins partout dans le monde et jusqu'à 85 000 employés. Donc, ils étaient présents dans une quinzaine de pays, mais principalement, évidemment, aux États-Unis. Alors, il y a une petite histoire qui est assez comique avec cette entreprise, qui était donc relativement importante. C'est que en 2000, en fait, deux jeunes entrepreneurs sont venus trouver la direction de Blockbuster. En fait, ces deux jeunes entrepreneurs, ils avaient créé un service de location de DVD par abonnement, avec envoi et réception par la poste. Donc, en fait, vous preniez un abonnement mensuel, vous payez un prix tous les mois, et vous receviez un DVD en fonction de vos préférences. Quand vous aviez fini de le regarder, vous le renvoyez, on vous renvoyait un autre. En fait, ils avaient pas mal de succès et ils cherchaient quelque part à financer leur croissance. Et donc, ils sont allés voir le CEO de l'époque de Blockbuster en leur proposant de racheter leur entreprise pour 50 millions de dollars. Alors, chez Blockbuster, ils ont un petit peu rigolé, en fait, parce qu'ils ont dit non, nous, on a un business model qui fonctionne, on connaît nos clients, on a fait des enquêtes. D'ailleurs, on sait que les gens adorent venir dans nos magasins, ils adorent attraper les pochettes des DVD, lire les résumés des films derrière. Et ce qu'ils adorent par-dessus tout, c'est quand ils ouvrent la pochette du DVD et qu'ils appuient sur le centre du disque, il y a un espèce de bruit de clic. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une expérience qu'ils ne veulent pas arrêter. Donc non, désolé messieurs, on ne va pas racheter votre entreprise, on ne va pas investir dans votre entreprise. En fait, aujourd'hui, Blockbuster n'est plus l'entreprise qu'elle a été. Il faut savoir qu'en 2010, ils ont fait une première fois faillite et depuis, c'est un déclin assez total. Donc aujourd'hui, en fait, il reste un magasin Blockbuster dans l'Oregon aux États-Unis. Et l'histoire qui est assez drôle, c'est qu'en fait, vous pouvez louer une nuit via Airbnb. Vous pouvez passer une nuit dans ce magasin Blockbuster si vous êtes nostalgique de cette époque des vidéoclubs. Alors, qui sont les entrepreneurs qui étaient venus voir la direction de Blockbuster? La réponse, en fait, c'est tout simplement Netflix. Donc, en fait, le premier business model de Netflix, c'était de cet abonnement en fonction de vos préférences de DVD par la poste. Alors, aujourd'hui, Netflix, vous savez ce que c'est. En fait, il y a 170 millions de clients partout dans le monde, 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2019. Ils sont présents dans 190 pays et ils ont 8600 employés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Netflix, ils ont mis un point dans la figure, comme dirait notre ami Mike Tyson, à Blockbuster, qui était le géant de l'époque et qui n'a pas voulu regarder ce qu'il se passait quelque part autour de lui, comment les business models pouvaient évoluer, comment la technologie pouvait évoluer et permettre à des entreprises comme Netflix de pivoter, de faire évoluer leur business model vers quelque chose d'aujourd'hui 100% digital. Alors, qu'est-ce qui provoque ce phénomène qu'on appelle la disruption digitale ou alors le darwinisme digital? En fait, il y a trois phénomènes qui se combinent. D'abord, c'est l'émergence des nouvelles technologies. On aura un webinaire sur ce sujet, pas aujourd'hui, mais un jour prochain. Donc aujourd'hui, en fait, vous connaissez la loi de Moore qui dit que tous les 2 ans, la puissance de calcul des ordinateurs double. En fait, c'est plus tellement vrai aujourd'hui, mais c'est l'idée qui est intéressante. Donc aujourd'hui, en fait, il y a les drones, il y a la 5G qui arrive, les assistants vocaux, il y a toute une série de technologies, les objets connectés, etc.
qui émergent et qui sont finalement très disponibles pour des prix extrêmement modiques. Si vous voulez acheter un Amazon Echo, par exemple, c'est à partir de 60 euros, vous pouvez avoir chez vous un assistant vocal à qui vous pouvez demander d'allumer la télévision ou d'éteindre la lumière. Il y a ensuite les nouvelles générations de consommateurs. Donc, on parle des générations millennials, des générations Y, les gens nés entre 1981 et 1995, puis les générations Z, les gens qui sont nés après 1996 ou à partir de 1996. En fait, ces générations, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont grandi avec Internet. La génération Y a connu Internet, je vais dire, dès la fin de l'école primaire. Et la génération Z, en fait, est née avec un smartphone dans la main. Et ça implique quoi? Ça implique que ces nouvelles générations de consommateurs, ils ont des exigences complètement différentes vis-à-vis des marques, des entreprises à qui elles achètent des produits et des services. Tout ça, en fait, ces deux grands phénomènes obligent les entreprises à se transformer et fait en sorte que de nouveaux acteurs numériques arrivent sur le marché. Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle économie, l'économie digitale. En fait, aujourd'hui, si vous êtes une entreprise installée, vous avez une certaine obligation de vous adapter au risque de mourir quelque part. Vous mettez en cause ou vous mettez en péril la pérennité de votre organisation. Alors, si on regarde un peu les études, si on regarde les 500 plus grandes entreprises au monde en l'an 2000 et aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que la moitié a déjà disparu. Et si on ne s'adapte pas au digital, en fait, bah, vous risquez également de disparaître. En fait, vous êtes obligé de vous adapter, sinon vous allez mourir. D'autant que on observe que si en 1958 la durée de vie moyenne d'une entreprise était de 61 ans, pardon, en 2016, la durée moyenne de vie d'une entreprise s'est réduite à 18 ans. Ça veut dire que ce phénomène s'accélère et que même les jeunes entreprises, comme on l'a vu Netflix, doivent s'adapter à cette nouvelle économie. Ce qui veut dire qu'en réalité, quelque part, quelle que soit votre position sur le marché, sur votre marché, dans votre secteur d'activité, il y a quelque part un Netflix. Il y a deux jeunes entrepreneurs qui sont en train d'essayer de bousculer votre secteur d'activité. Et donc, la réponse à ce phénomène, c'est à la fois une stratégie offensive et défensive. C'est, en anglais, on dit « disrupt yourself or get disrupted ». C'est-à-dire que vous devez vous-même réinventer votre business model. Et je vous invite à rester un peu plus tard. Mes deux collègues, Justine et Charline, vous parleront de comment faire évoluer votre business model un peu plus tard dans la journée. Alors, chez NRB, notre équipe innovation, on vous propose plusieurs choses, en fait. Comment est-ce qu'on se disrupte soi-même? C'est en innovant comme les startups. Et notre métier dans l'équipe innovation, chez NRB, c'est aussi de vous aider à innover comme des startups. Comment? Par exemple, en vous aidant à mettre en place des laboratoires d'innovation au sein de votre organisation. On a toute une série de frameworks, de méthodologies, d'outils qu'on utilise pour vraiment vous aider à être finalement compétitif face à des nouveaux acteurs qui sont, eux, 100% digitaux et qui utilisent les méthodologies et les outils les plus avancés. Alors, on va rentrer dans une partie un petit peu théorique. Je dirais quel est le rôle d'abord d'un Innovation Lab? Eh bien, dit platement, c'est concevoir le futur de votre entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, aujourd'hui, dans les grandes organisations, il y a plusieurs faiblesses qui peuvent parfois empêcher une organisation de concurrencer des startups, de nouveaux entrants, 100% numériques, et de vraiment tirer profit des opportunités que constitue la nouvelle économie et les nouvelles technologies. C'est la taille, c'est le manque d'agilité, c'est parfois un système d'information dont on hérite, etc. Parfois, c'est des engagements vis-à-vis de clients, parfois c'est à cause d'un élément du canal de vente. Donc, si on prend un exemple, à la fin des années 90, quand Internet est devenu un canal de vente pour certains, si on regarde le marché des PC, en fait, vous avez deux marques qui étaient assez leaders. C'est Dell d'un côté, qui est toujours là, et Compaq. En fait, Dell vendait par téléphone. Donc, ils avaient des vendeurs qui appelaient les entreprises et qui leur proposaient d'acheter des ordinateurs. Alors que Compaq, cette entreprise vendait à travers un réseau de distribution de magasins. Donc,
quand Internet est apparu et qu'on a pu faire de l'e-commerce, en fait, pour Dell, c'était assez naturel de mettre un site de vente en ligne et de commencer à vendre ses ordinateurs via ce canal. Compaq a essayé de faire la même chose, sauf qu'en réalité, ils ont fait tout le travail de mettre en place un e-commerce, et 3 jours après l'avoir mis en place, en fait, tous leurs distributeurs leur ont téléphoné en disant bah, « moi, j'annule toutes mes commandes » ou alors « vous fermez votre site Internet » et ils ont été obligés de le faire. Donc parfois, on a ce type de faiblesse, ou en tout cas dans son business model, qui empêche de s'adapter. Le rôle d'un Innovation Lab, c'est vraiment d'explorer quels sont les futurs possibles de votre organisation. Mais c'est aussi, quelque part, de prendre des risques que votre marque installée, que votre entreprise avec parfois plusieurs centaines de milliers de clients ne peut pas forcément prendre. Et donc, c'est vraiment l'idée de servir d'aiguillon, de frégate à votre organisation. Alors, l'innovation, je ne vais pas m'attarder sur ce slide parce que bon, ce n'est pas le plus sexy de la présentation, mais qu'est-ce qu'il veut dire? C'est qu'en fait, l'innovation, c'est vraiment un processus. Ici, qu'est-ce qu'on a essayé de matérialiser? En fait, c'est le parcours que peut avoir une idée à travers un processus d'innovation. Je vais juste rapidement aller dans les phases. C'est d'abord, il faut avoir les idées. C'est la phase qu'on appelle d'idéation. Comment est-ce qu'on va capturer des idées? Ensuite, c'est une phase de curation, c'est-à-dire une phase où l'objectif, ça va être de filtrer les idées, de les sélectionner, de se dire, OK, cette idée correspond ou pas à ma stratégie. Et donc, je vais l'explorer un peu plus avant dans la phase suivante, qui est la phase d'exploration itérative, où on va valider 2 choses principalement. D'abord, que l'idée qu'on a correspond bien ou répond bien à une problématique du marché, et que la solution qu'on imagine correspond bien à la meilleure manière de répondre ou d'adresser ce problème. Ensuite, il y a la phase d'incubation où là, l'objectif va être plutôt de valider sur le marché le modèle d'affaires qu'on a imaginé en mettant sur le marché un premier produit, une première version de son produit, ce qu'on appelle un MVP, un Minimum Viable Product. Il faut savoir qu'aujourd'hui, NRB est capable de vous accompagner à chacune des phases de ce processus. Alors, au niveau gouvernance, qu'est-ce qu'on doit mettre comme gouvernance dans son Innovation Board? En fait, il y a une grande difficulté dans l'innovation, c'est qu'en réalité, c'est très difficile de choisir les projets, les idées dans lesquelles on va investir. Et donc, le rôle d'un Innovation Board, c'est-à-dire un comité qui va superviser l'innovation, c'est vraiment de faire exécuter ce processus d'innovation qu'on vient de parcourir rapidement et de décider où on va placer l'argent, comment on va investir, dans quel projet. Alors, un élément important, c'est qu'il y ait des membres de votre comité de direction dans cette Innovation Board, parce qu'au final, ce sont eux qui s'engagent sur les investissements qui vont être portés sur les idées. Donc, l'Innovation Board, c'est quelque chose qui se réunit de manière fréquente, peut-être une fois par mois ou une fois par semaine, en fonction de votre organisation. Et durant ces comités, entre guillemets, en fait, les membres de l'Innovation Board évaluent de manière itérative l'avancement des projets, des idées qui sont quelque part dans chacune des étapes de ce processus. Et donc, l'idée, c'est qu'ils arrivent à évaluer de manière la plus objective possible les idées qui sont je vais dire, dans le processus d'innovation. Alors, pour pouvoir réellement opérationnaliser cet Innovation Lab, il faut découpler son modèle opérationnel. Pourquoi? Parce que, en réalité, votre manière de fonctionner actuelle, votre modèle opérationnel actuel, fonctionne certainement très bien, il est certainement très rentable, mais c'est un monde qui est fait pour une exécution efficace avec des processus qui sont linéaires, avec de la prévisibilité, alors que l'innovation requiert quelque part d'aller plus vite. En fait, dans l'innovation, la vitesse est plus importante que l'efficacité. Pourquoi? Parce que la vitesse est un avantage compétitif qu'ont les startups et que vous n'avez pas ou que vous n'avez pas forcément ou que vous n'avez plus. Pardon. Et donc, il est nécessaire de mettre en place une espèce d'organisation ambidextre qui va permettre de mettre en place un deuxième modèle opérationnel pour l'innovation où, quelque part, on va pouvoir prendre des décisions de manière le plus rapide possible.
Alors, quelle est l'équipe dont vous avez besoin dans votre Innovation Lab? Eh bien, ce sont ce qu'on appelle, nous, par projet des squads. Ce sont des équipes plutôt autonomes qui vont, dans les différentes phases d'évolution d'une idée, qui va grandir. Par exemple, dans la phase d'idéation, bah forcément, il y a plutôt une personne qui est un porteur d'idées, un porteur de projet, qui va travailler un peu tout seul. Et puis, dans une phase d'expérimentation, eh bien, il va se faire accompagner de différents experts qui vont l'aider à valider toutes les hypothèses liées à son idée. Par contre, vous avez besoin, dans ces squads, qu'elles soient multidisciplinaires. C'est-à-dire que vous avez besoin de ressources plutôt marketing, de ressources plutôt design, vous avez besoin de développeurs, vous avez besoin aussi de personnes qui sont plutôt avec un mindset d'entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui sont à l'aise avec l'incertitude, qui sont OK de prendre des risques et qui n'ont pas besoin de suivre quelque part des processus linéaires qui, eux, sont tout à fait adaptés à votre modèle opérationnel traditionnel. Alors, de nouveau, au niveau de la gouvernance, et c'est aussi lié aux équipes, en fait, ce n'est pas possible, dans ces équipes multidisciplinaires, d'intégrer certains profils de manière permanente et complète. Alors, certainement qu'à différents stades de l'évolution des idées, votre porteur d'idées va pouvoir à un moment donné se consacrer pleinement à son idée. Mais une manière, quelque part, de profiter de l'expertise et de l'expérience de certains métiers, je pense notamment à des juristes, je pense à des gens qui font du risk management ou à des architectes d'entreprise, eh bien, le fait de mettre sur pied ce qu'on appelle des advisory boards, des comités d'experts qui viennent soit de votre organisation, mais qui peuvent aussi venir de l'extérieur, et auxquels les porteurs d'idées peuvent venir poser des questions, se faire challenger sur les hypothèses, sur les directions qu'ils prennent avec leur idée. Donc, la mise en place de ces advisory boards sur des sujets spécifiques sont vraiment extrêmement importants. Le projet que je vais aborder tout à l'heure, l'exemple que je vais aborder tout à l'heure, Flora, on a un advisory board, par exemple, au niveau architecture IT, on a un advisory board au niveau de tout ce qui est légal, on a un advisory board au niveau de tout ce qui est gestion des risques et légal. Alors, quels sont les processus et les méthodologies qu'il faut mettre en place et utiliser dans votre Innovation Lab? D'abord, l'objectif de ces méthodologies, ça doit être de dérisquer vos projets de manière itérative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez devoir valider ou invalider toute une série d'hypothèses et donc utiliser des méthodologies plutôt empiriques telles que le design thinking, le lean startup ou encore le développement agile de logiciels. Quels sont les outils qu'on utilise dans un Innovation Lab pour soutenir ce processus d'innovation? Eh bien, chez NRB, en fait, on a identifié, créé ou on utilise toute une série de techniques, de canevas, de modèles. On a des pratiques qui permettent vraiment à chaque étape de l'innovation de soutenir le processus, que ce soit des scorecards pour évaluer de manière objective les idées dans une phase de curation ou des outils qui permettent de faire de l'A/B testing de pages de présentation de produits ou de services sur Internet avec des campagnes en ligne pour tester l'attractivité de la proposition de valeur d'une idée. Alors, en résumé, en quelques étapes, comment est-ce qu'on lance un Innovation Lab? Alors, le premier requirement, je dirais, c'est de définir la stratégie et la vision de votre organisation. Vous devez savoir quelque part où vous voulez qu'elle soit dans 5 ou 10 ans. Dans le cas d'Etias dont on va parler, très clairement, la stratégie d'Etias, c'est d'être numéro 1 du digital et numéro 1 du secteur public et numéro 1 des assureurs qui vendent en direct. Donc ça, c'était très clair et c'est vraiment la base pour définir le processus d'innovation et quelles idées on va pouvoir choisir. Ensuite, c'est vraiment de mettre en place la gouvernance, votre Innovation Board, qui va y participer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est important qu'il y ait des membres du comité de direction qui puissent s'engager sur les budgets. Troisième étape, c'est de lancer des campagnes d'idéation qui vont permettre de capturer des idées à l'intérieur et à l'extérieur de votre organisation. Ensuite, les idées vont arriver à travers ces campagnes. Il va falloir choisir les projets à travers l'Innovation Board et puis offrir les ressources nécessaires à chaque idée pour leur permettre de grandir, de progresser. Enfin, une fois que les idées ont été validées d'un point de vue
dans la phase d'exploration, vous allez pouvoir les incuber, c'est-à-dire leur donner un peu plus d'autonomie, offrir aux porteurs d'idées beaucoup plus d'espace pour faire mûrir et faire grandir son idée. Alors ça, c'était la théorie. Maintenant, on va passer un peu à la pratique. Et avec l'exemple de Flora Insurance, qui est une de ces idées qui est passée à travers toutes les étapes de ce processus d'innovation chez Etias. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Flora, c'est la première assurance 100% digitale en Belgique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Flora propose une expérience client 100% digitale pour souscrire une assurance, pour gérer son contrat d'assurance dans une application mobile, pour déclarer un sinistre dans cette application mobile, mais aussi pour tout ce qui est le règlement de sinistre. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de paperasse et il n'y a pas non plus de bureau ou de call center, tout se passe dans une application mobile. Alors, la première étape du processus, ça a été la phase d'idéation. Donc là, en fait, on a un petit peu fait une analyse du positionnement d'Etias dans cette économie digitale et on a identifié plusieurs opportunités qui ont amené finalement à cette idée d'assurance 100% digitale qui ciblait les jeunes. Et la deuxième phase, ça a été plutôt la phase, je vais dire, d'exploration, où on a essayé de valider la problématique liée à l'assurance. On a imaginé un business model, une stratégie de go-to-market. On a été voir les clients, la cible, pour bien comprendre quelles étaient les problématiques vis-à-vis de l'assurance. On a étudié le marché. On a essayé de vraiment bien comprendre quelle était la problématique et on a testé aussi la proposition de valeur plutôt dans l'étape 3 où on a vraiment défini la solution, c'est-à-dire quelle architecture technique on allait mettre en place, quel modèle opérationnel devait être mis en place pour pouvoir assurer à la fois la construction, le développement de Flora, mais aussi sa gestion opérationnelle. On a fait l'exercice de business case pour identifier si le modèle était rentable ou pas. Et ensuite, après la décision d'Etias de financer ce projet, on est passé dans une phase 4, qui est la phase d'incubation, qui a mené, on peut passer au slide suivant, à l'animation suivante, qui a mené à la mise sur le marché en septembre dernier de cette première assurance 100% digitale, on peut avancer, qui est Flora, avec un lancement officiel le 28 septembre. Alors pour conclure, qu'est-ce qui est nouveau dans l'offre de services innovation de NRB? C'est que d'abord, c'est une autre proposition de valeur aujourd'hui, c'est qu'on a tous les moyens, les outils, les compétences et les méthodologies pour aider nos clients à innover comme des startups. Et alors, qu'est-ce qu'on imagine dans le futur de cette offre de service? C'est vraiment d'essayer d'accompagner nos clients dans la phase ultérieure, c'est-à-dire la phase d'industrialisation des projets d'innovation. C'est-à-dire soit les intégrer dans un modèle opérationnel cœur, plus stable, soit les aider dans la recherche de financement pour faire grandir ces projets. Je vous remercie. Je pense qu'on va passer à la partie questions-réponses. Et donc, voilà. Un grand merci, Fabien. En effet, il y a pas mal de questions qui sont arrivées. Je crois même qu'on n'a pas le temps de les traiter tous. Je trouve une question très intéressante. Il y a quelqu'un qui dit, voilà, si vous créez une petite équipe d'innovation, d'entrepreneurs, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de les payer, de les traiter comme des entrepreneurs, comme des indépendants, un petit peu comme des startups ou des intrapreneurs dans le sens correct, faire un lien entre le succès, le résultat et leur startup. Alors, moi, je pense que c'est une excellente idée. C'est quelque chose que je n'ai jamais pu observer réellement, mais je pense que c'est une excellente idée parce qu'en fait, ces intrapreneurs ou ces entrepreneurs qui se cachent dans les entreprises, en réalité, c'est leur rêve. Et donc, ce serait d'un point de vue stratégie ressources humaines, extrêmement pertinent d'offrir ou de proposer ce genre de modèle où quelque part, l'intrapreneur peut être personnellement récompensé de ses efforts pour l'entreprise. Bien. Autre question, est-ce que vous avez déjà fait des projets d'innovation dans le secteur public?
Alors, dans le secteur public, on a des clients dans le secteur public, mais alors, on n'a pas mis en place des Innovation Labs dans le secteur public, mais on a effectivement des clients publics avec lesquels on fait des phases d'exploration, d'idéation, etc. Et de manière un petit peu plus ciblée, on ne fait pas forcément l'entièreté du processus du suivi, mais c'est tout à fait envisageable dans certaines organisations qui ont vraiment un service au public. Ok. En fait, je me rends compte qu'on est dans le timing, mais je pose quand même la question. Il y a quelqu'un qui a dit les externes, comment éviter que les externes du Innovation Lab ne soient pas jaloux des squads, c'est-à-dire les squads s'amusent bien dans l'innovation pendant que nous, on bosse. Ça, c'était la question. En fait, c'est une question fréquente, je vais dire. J'ai d'ailleurs hésité à l'aborder directement dans la présentation. En réalité, le fait d'ouvrir la porte et de faire des campagnes d'idéation interne à l'organisation va permettre de donner une chance de participer à ces squads à tous les collaborateurs de l'organisation. Et donc, le fait d'être ouvert et d'offrir en tant qu'organisation du temps aux intrapreneurs ou aux porteurs d'idées à consacrer à leur idée est une manière d'offrir la chance finalement à tout le monde. Et celui qui est jaloux, en fait, il n'a qu'à proposer des idées. Et la deuxième chose, le deuxième élément, c'est vraiment de communiquer de manière fréquente et intense en interne sur le processus et la chance qui est offerte à chaque collaborateur d'y participer.